Bonsoir à tous pour le Zoom de ce soir. Nous recevons un visage déjà bien connu à TV Liberté, le professeur Henri Joyeux. Bonjour Élise. Bonsoir professeur, vous êtes professeur honoraire de la faculté de médecine de Montpellier, on vous connaît bien. Vous avez lancé une pétition il y a déjà plus d'un an maintenant. Absolument. Pour le rétablissement du vaccin trivalent simple. Diphtérie, tétanos, polio. Absolument. Sans aluminium. Sans aluminium. Vous y tenez et vous avez désormais plus d'1,1 million signatures, presque 1,2 million. Absolument. On va revenir évidemment sur cette proposition du nouveau ministre de la Santé d'élargir l'obligation vaccinale à 11 vaccins. L'an dernier, Marisol Touraine avait lancé une concertation avec beaucoup de guillemets sur l'obligation vaccinale. On voit que désormais, on est un an après, le ministre de la Santé a changé. On pouvait s'en féliciter initialement et finalement, on tombe de Caribancilla. Alors écoutez, ça commençait assez bien quand elle a dit génération sans tabac, mais il fallait un peu plus de courage pour dire génération sans drogue. Vous voyez ce que je veux dire. Par contre, pour le sujet des vaccins, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le passage du témoin d'une ministre à une autre ministre. Et là, il y a un manque de réflexion. Il y a un manque de sensibilité sur ce qui se passe dans le pays. Prendrait-on les Français pour des imbéciles ou des ignorants quand vous voyez que les Suédois, depuis mai de cette année, n'ont plus d'obligation vaccinale? On vous dit, ils sont tous vaccinés. J'ai appelé plusieurs collègues, j'en ai une bonne quinzaine, en Suède, en leur demandant s'ils étaient vaccinés, si leur famille était vaccinée. Je me dis, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas malade. Exactement. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que Big Pharma, pour être plus clair, l'empire vaccinal, a calculé une stratégie qui est une stratégie absolument, si vous voulez, fine. C'est-à-dire, on va faire disparaître le trivalent, dont on a parlé au départ, et on va ajouter 3 valences de plus, et maintenant on en ajoute encore 3 autres, non pas dans le même vaccin, il faut faire attention, parce que ils veulent nous faire passer l'hexavalent, c'est-à-dire 6 valences avec le DTP, plus l'hépatite B, plus la coqueluche, plus un hémophilus influenzae B qui peut donner des méningites chez les enfants en mauvais état. En plus, ils veulent mettre la méningite C, ils veulent mettre le pneumocoque, et ils veulent mettre le ROR, rubéole, oreillon, rougeole. Le total, ça fait 11. Et on veut injecter ça, au départ, à un petit qui n'a pas 2 mois. Ça veut dire 6 semaines. En 6 semaines, 14 semaines et encore une autre. Donc ça veut dire qu'avant 6 mois, ou quasiment autour de 6 mois, cet enfant a reçu 3 fois le même vaccin, je parle de l'hexavalent, plus les autres dont je viens de vous parler, total 11. C'est absolument inadmissible. Donc 33 vaccins finalement. Oui, alors ils ne seront pas tous 3 fois, mais vous avez les rappels qu'il faut faire régulièrement. Ce qui est scandaleux, si vous voulez, c'est que cet enfant, on ne dit pas aux mamans, il y a des mamans qui allaitent, qui font ce choix, et d'autres qui font le choix de ne pas allaiter. Déjà, celles qui font le choix d'allaiter, le gosse n'a pas besoin d'être vacciné avant 2 ans. Pourquoi? Parce que les anticorps de la maman passent dans le lait maternel, plus des cellules de qualité pour l'enfant et le protègent. Donc c'est le meilleur vaccin. C'est une recommandation de l'OMS d'ailleurs, il me semble. Mais bien sûr, 6 mois intégralement, plus 1 année matin et soir, je pars au travail, un petit coup d'apéritif, je reviens du travail, un petit coup d'apéritif à bébé et tout va bien. Bon, ça, surtout pas le dire. Pourquoi? Parce que vous avez aussi les laits maternisés qui rapportent un pognon fou. Et donc ce qu'il faut, c'est dire, la femme qui allaite, elle est africaine, et la femme européenne, elle est développée, etc., etc. On se moque en réalité des enfants et on se moque des familles. Ça, c'est absolument intolérable. Alors, j'ai fait le calcul de la quantité d'aluminium que vous allez injecter à un petit de 6 mois. Eh bien, cette quantité pour un petit de 6 mois qui va peser, disons, s'il est né à 3,5 kg, il va être à 4,5 kg, si vous voulez. Eh bien, vous allez lui injecter 3 mg d'aluminium dans le bras ou dans son épaule, et vous en avez un 5 qui va rester localement, et un autre 1,5 mg, qui va foutre le corps dans le reste de l'organisme, on ne sait pas trop où. L'os, les reins, le cerveau. On sait que tout cela est totalement toxique pour l'organisme. C'est pas moi qui le dis, c'est mon collègue, le professeur Romain Gérardi de Créteil, qui a fait des travaux internationaux et qui a écrit un bouquin tout à fait remarquable qui s'appelle Toxic Story. C'est-à-dire toute l'histoire de cet aluminium, où en réalité il est porté en bateau par ses propres patrons,
qui se moquent de lui. Il est porté en bateau par l'État, par le CNRS, par l'INSERM. Il n'obtient pas de financement, il est obligé de trouver un financement étranger. Bref, tout ça, c'est de la manipulation. Moi, je suis un défenseur de la santé. Je suis pour réconcilier. Alors, réconcilier qui? Eh bien, je suis pour réconcilier ceux qui sont à fond contre les vaccins. Ça, c'est excessif. Et ceux qui sont à fond pour les 11 vaccinations sans discussion. Je suis, en tant que médecin, pour que mes collègues et mes confrères et mes consoeurs, ce soit eux qui décident. C'est pas la ministre. La ministre, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est quand même professeure de cancérologie comme moi, mais sur l'hématologie et l'immunologie. Moi, je suis aussi professeur de cancérologie. L'immunologie, je la connais sur le bout des doigts. Peut-être aussi bien qu'elle. Pourquoi? Parce que les nouveaux traitements du cancer, ce sont des cancers immunologique, vous voyez. Donc, ce qui est important à faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a un véritable abus. C'est un abus qui est lié tout simplement à des intérêts financiers colossaux. Je dis bien empire vaccinal. Et quand vous voyez que le pharmacien de Sanofi Pasteur vous dit que pour un nouveau vaccin, il faut 10 ans pour le fabriquer, il est en train de se moquer du monde. Ils ont déjà fabriqué le DTP sans aluminium. Voyez, quand vous voyez des journalistes très médiatiques qui vous disent que je suis radié de l'ordre des médecins, c'est entièrement faux, je ne le suis pas. Et d'autre part, qui disent que je suis rétrograde parce que je suis contre les vaccins, je vous fais remarquer que je ne suis pas contre les vaccins. Mais je suis pour que le médecin décide. Vous venez me voir, Élise, et puis je vais vous dire, écoutez, oui, vous attendez un bébé, on peut attendre. Est-ce que vous décidez de l'allaiter ou pas? Vous allez me répondre. Et puis vous allez me dire, est-ce que moi-même, je me fais vacciner contre la grippe? Je vais vous poser un certain nombre de questions qui ne sont pas des questions indiscrètes, mais sur votre santé, avec le secret médical, et puis à la conclusion, ah bah oui, peut-être, ou bien au contraire, non, vous n'avez pas besoin. C'est ça la vraie médecine. Le reste, c'est de la dictature vaccinale. C'est absolument intolérable. Alors, on parle également d'effets secondaires, oui. Ceux-ci non relatifs à l'aluminium, mais relatifs tout simplement à la vaccination elle-même. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a des effets secondaires qu'on appelle indésirables. Vous en avez plein le dictionnaire Vidal pour tous les médicaments, mais aussi pour les vaccins. Ce qu'il faut faire savoir à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a des contre-indications vaccinales. Contre-indication, ça veut dire que si par exemple vous m'apprenez que votre bébé il a de l'allergie, qu'il a un petit peu de choses qu'on a appelées un peu de l'asthme, etc., que cet enfant a des problèmes d'eczéma, je vais vous dire attention, prudence, c'est un enfant qui est très sensible sur le plan immunologique, sensible dans le sens qu'il peut faire une maladie auto-immune, une maladie précoce, une maladie plus ou moins tardive, et il faut faire comprendre aussi que la vaccinologie, ce n'est pas une science exacte. Vous voyez, un taux de sucre dans le sang à 1,15 g, ça c'est la science exacte. Alors que la vaccinologie, je peux avoir 4 personnes différentes qui ont le même âge, qui sont donc de la même génération. Je vais les vacciner et je vais obtenir des résultats différents chez ces 4 personnes. Pas nécessairement en fonction de leur état de santé. L'état de santé va jouer. S'ils sont immunodéprimés, s'ils sont fatigués, on ne vaccine jamais un enfant fébrile. On ne vaccine jamais un enfant qui est fatigué. On ne le vaccine pas, si vous voulez, en plein hiver, quand il est peut-être dans un état grippal, avec les copains de la crèche ou les copains de l'école. Vous voyez, il y a des contre-indications. On ne vaccine pas un enfant qui a tel type d'allergie aux antibiotiques, comme la néomycine. Alors, on ne nous dit rien concernant l'aluminium. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Vous avez les vaccins, et puis vous avez des médicaments. Eh bien, figurez-vous que les vaccins, ils sont traités différemment des médicaments. Une molécule qui est dans un médicament donc, on va le suivre. C'est ce qui s'appelle la pharmacocinétique. La cinétique, vous le prenez par voie orale, vous le prenez en comprimé, en patch, etc. On va le suivre dans votre corps. Qu'est-ce qui devient au niveau des urines, qu'est-ce qui devient, etc. dans tout le fonctionnement de notre corps. Pour les vaccins, non. Et savez-vous, ce qu'a voté en 1989, c'est assez vieux, mais c'est quand même à savoir, le Congrès américain, parce que les vaccins, ce sont des produits internationaux, c'est pas un petit laboratoire dans un coin de la Corrèze, pas du tout. C'est international, mondial. Eh bien, ils ont voté en 1989 qu'il ne pouvait pas y avoir de complications liées au vaccin. Ça veut dire que vous ne pouvez pas poursuivre le laboratoire qui a fabriqué le vaccin s'il y a un pépin avec des vaccins. Et vous avez qu'à regarder ce qu'a dit Robert Kennedy, qui est le fils du grand Robert Kennedy qui avait été assassiné suite à l'assassinat de son propre frère, vous vous souvenez? Eh bien, Robert Kennedy, qui est un juriste très compétent, dit « on a permis simplement de ne plus pouvoir poursuivre un laboratoire qui vous fabrique un produit qui est toxique. Et ça, c'est absolument intolérable. Donc, il faut changer tout ça. Je le demande dans plusieurs de mes lettres que je publie toutes les semaines sur mon site www.professeurjoyeux.com. Je pense que le peuple bouge. Savez-vous qu'en Italie, les grands journaux français n'en parlent pas, il y a des manifs partout.
Il va y avoir des manifs à la rentrée. Moi, je ne veux pas vous faire des manifs pour le plaisir de faire des manifs. Il faut dire au président de la République, vous avez dit, lorsque vous étiez à Versailles, qu'il fallait tenir compte des pétitions. Ah ben, c'est le moment de tenir compte des pétitions. En voici une, je sais pas la mienne, qui a été signée par 1 200 000, et ça va arriver à 1,5 million. Il y en a d'autres qui sont en cours actuellement. Donc, méfiez-vous, Monsieur le Président. Vous faites trop vite. Il faut faire réfléchir. Les Français sont beaucoup plus intelligents que vous ne pensez. Attention, ils sont capables de couper la tête du roi. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un précédent président, donc il faut faire attention si vous voulez faire 10 ans au pouvoir. Allez-y doucement et prenez les Français pour des gens beaucoup plus intelligents que vous ne pensez. Mais alors vous expliquez, professeur Joyeux, finalement que le moins que l'on puisse dire, c'est que les laboratoires pharmaceutiques ont les coudées franches. Bien sûr. Ils sont libres d'avoir, selon vous, organisé cette Ils pénurie de l'ont DTP. organisé, absolument. Aujourd'hui, on leur offre une manne financière incroyable sur un Exactement. plateau. Alors ça en a deux. Comment se fait-ce? C'est Sanofi Pasteur d'une part et c'est GSK aux États-Unis. Alors comment ça s'est fait? Ça s'est fait en douce. Moi, j'ai été averti parce que je représentais les familles par des mamans qui me téléphonaient en disant on ne trouve plus le DTP. Enfin, j'ai changé de pharmacien, celui-là est à court. Et puis j'ai envoyé mon épouse, je suis allé moi-même voir dans les pharmacies, un petit peu dans mes différents voyages, et je me suis rendu compte que tout ça c'était prévu, mais c'était pas dit. Et le ministère de la Santé a laissé faire. Et maintenant, on comprend tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand Marisol Touraine avait dit « l'aluminium, c'est dangereux », elle le dit ça en avril, au mois de mai, elle est ministre, elle devient ministre, et elle dit « vive l'aluminium, vive les vaccins », elle est complètement dépendante de Big Pharma et de l'empire vaccinal. Et la suivante, Agnès Buzyn, je suis assez déçu parce que je me rends compte qu'au fond, soit elle n'a pas la compétence, soit elle est probablement liée par des accords qui ont déjà été faits, mais qui sont des accords... On sait qu'elle a travaillé à plusieurs reprises pour des laboratoires pharmaceutiques. Oui, ça elle considère d'ailleurs que les experts qui ne travaillent pas pour des laboratoires pharmaceutiques sont sans doute plus incompétents que les autres. Oui, là je pense plus compétents, vous voulez dire. Ceux qui ne participent pas sont plus incompétents, parce qu'ils ne sont pas sollicités. Oui, là je pense qu'elle a tort de dire ça parce que c'est pas aussi vrai. Je peux vous dire que sur les vaccins, j'ai travaillé à fond la question parce qu'il n'était pas question que je me fasse coincer avant que je pousse, si vous voulez, les familles à avoir des réactions qui soient pas des réactions anti-vaccinales, encore une fois, je le précise, mais qui sont des réactions de bon sens. Moi, j'ai 16 petits-enfants, 8 filles et 8 garçons. Bon, ils sont tous vaccinés. Mais pas de n'importe quoi. Il n'est pas question qu'ils soient vaccinés contre l'hépatite B, par exemple, sauf si un jour ils deviennent infirmiers, chirurgiens, pompiers, dans le monde médical, au contact du sang humain, voyez-vous. Bon, j'ai des petites filles qui ont 9 ans, 10 ans, des petits garçons qui ont 9, 10 ans. On veut les vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Non, mais attendez, on est où? Moi, j'ai d'autres moyens de prévention, expliquer ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la sexualité à des enfants, progressivement, en fonction des tranches d'âge. Et j'aimerais d'ailleurs un jour qu'on se revoie pour en parler, pour tous vos téléspectateurs. Sujets capitaux. Alors moi j'aimerais qu'on fasse quelque chose d'assez fastidieux mais qui me semble nécessaire, c'est de reprendre une par une les maladies contre lesquelles on devrait être vacciné si l'on en croit les précautions émises par Agnès Buzyn et que l'on voit si oui ou non il est fondamental de se protéger contre cette maladie et dans quel cas c'est fondamental de le faire. On prend par exemple le tétanos. Oui. Moi, pauvre profane qui ne suis pas médecin, je me dis bon, il y a des sérums anti-tétaniques et ce n'est pas contagieux. Est-ce qu'il faut être vacciné contre le tétanos? Non, alors là, je dirais hésitation. Par exemple, vous vous blessez, vous allez à l'hôpital, vous avez une petite plaie sur la main, on ne discute pas, on va vous vacciner, on va vous faire un sérum antitétanique, etc. Bon, je pense que là, c'est une bonne chose. Si vous avez un enfant qui est tout le temps avec les mains dans la terre, qui risque de se blesser, etc., je pense qu'une vaccination contre le tétanos n'est pas inutile. Si nous passons à la suivante, ce qu'est la diphtérie. D'où peut venir la diphtérie en France? Elle vient des réfugiés. Non pas que je les montre du doigt, mais simplement ils viennent de pays qui sont des pays fragiles sur le plan de la santé, et donc la diphtérie peut revenir. Il y en a eu récemment un cas d'un enfant d'ailleurs qui est décédé en Espagne, mais on ne nous a jamais dit d'où venait cet enfant. Est-ce que c'était un enfant d'une famille très déshéritée localement? Est-ce que c'était un enfant qui venait d'un pays, comme je le disais, donc avec un mauvais état de santé? Tout ça, il faut le savoir. Donc diphtérie, je suis pas contre, ça a été démontré comme sans danger. Diphtérie, tétanos et polio. Polio, même chose, ça peut revenir
venir comment? Tout simplement par ces réfugiés. D'ailleurs, j'ai demandé, ça fait déjà 2 ans que je le demande, à ce que les étudiants en médecine de fin d'études ou de pharmacie puissent donner 6 mois de leur vie, c'est quand même pas beaucoup, pour qu'on contrôle les réfugiés gratuitement. Et qu'on puisse dire, ceux-là ne sont pas en bonne santé, un tel a la gale, un tel a ceci, un tel a cela, un tel est très dénutri, et ceux-là, il faut peut-être les vacciner. Et c'est comme ça que nous nous serons protégés, voyez-vous. Mais ils sont peut-être vaccinés, eux aussi. Ah, nous n'en savons rien. Quand ils arrivent, ils passent pas à la vaccination. Quand ils arrivent, ils passent au papier pour savoir si oui ou non on va les garder ou pas les garder, etc. Bon, moi je respecte tout ça, mais je pense que l'état de santé des réfugiés n'est quand même pas très bon. J'en connais un certain nombre pour lesquels il y a nécessité de vaccination. On a vu diphtérie, tétanos, polio. Si on continue, prenons l'hépatite B, dont on a déjà rapidement parlé. Oui. L'hépatite B a été mise en cause pour ses liens avec la possible... Avec la sclérose en plaques, tout à fait. Et je pense qu'il y a des liens, je ne le pense pas parce que la justice l'a reconnu, à la fois une justice française, mais aussi une justice européenne. Bon, qui a dit que... C'est ça qui est important. Dans l'étude de la suite d'un vaccin, il y a ce qu'on appelle un délai. Bon, admettons que je vous vaccine. Le soir même, vous faites une température à 40. C'est la vaccination qui vous a créé cette hyperthermie. Par contre, ce qui peut se passer, vous supportez parfaitement le vaccin, mais il s'avère qu'un an plus tard, vous démarrez une sclérose en plaques. Alors on vous dit, ça c'est un pur hasard. Vous étiez en train de préparer une sclérose en plaques et le vaccin, il n'est pas du tout dans le coup. Or, c'est pas sûr. Et cette histoire du délai n'est pas étudiée par ce qu'on appelle les statisticiens. Nous avons des statisticiens qui sont manipulés. Et ceux qui m'écoutent le savent. Vous savez, quand on fait par exemple une méta-analyse, qu'est-ce qu'on prend? On prend différentes publications, on va les réunir et puis on va dire par exemple le vin, je dis un peu pas n'importe quoi parce que ça a été dit à un moment, le vin augmente les risques de cancer du sein chez les femmes. Bon, vous supprimez 2 publications, vous en ajoutez 3 autres, le vin protège. Vous comprenez? Bon, tout ça, c'est de la manipulation. Et pour les vaccins, vous avez énormément de manipulations, et ces manipulations sont avalées par les journalistes. Vous êtes une des rares journalistes à oser poser des questions publiquement sur un tel sujet. Les autres journalistes, je ne vais pas vous les citer, ils sont beaucoup plus connus que moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ceux qui sont contre les vaccins, c'est un scandale, il faut vacciner tout le monde, y compris les médecins. Vous savez qu'ils veulent imposer la vaccination aux médecins. Et que le conseil scientifique des médecins généralistes enseignants dans les facultés de médecine a refusé en disant c'est pas comme ça que vous allez supprimer la méfiance, vous allez augmenter. Ils sont déjà fortement encouragés par d'autres méthodes. Voilà, vous allez augmenter la méfiance vaccinale, c'est exactement ce qui se fait. Ce qu'a fait en premier, pas moi-même, mais Roselyne Bachelot, souvenez-vous, en 2009. Ensuite, ça a été Marisol Touraine, et encore une autre, qui est Agnès Buzyn, qui arrive et qui va, à mon avis, augmenter. Je ne suis pas du tout certain que cette loi passera. Je fais confiance au président de la République, parce que je pense qu'il est capable d'entendre, quand il était, figurez-vous, en fonction, au sens où il se préparait à être président de la République, il a parlé de moi d'une manière positive, alors il n'a pas fait exprès. Ah, je sais pas. Il était à l'île de la Réunion et il a parlé de moi sur ce que je faisais quand j'étais en Martinique ou en Guadeloupe pour expliquer la santé. Parce que le point important, c'est que de bien mettre ça dans la tête de nos concitoyens, c'est que la santé, c'est pas la prévention santé, c'est pas la vaccination idéalement. C'est d'abord des comportements de santé dans lesquels il y a la vaccination, mais à la demande. Alors, qu'on termine rapidement donc sur ces maladies. On a vu l'hépatite B. Il reste la coqueluche, les oreillons, la rougeole, la rubéole. Alors, la coqueluche, si vous voulez. Vous avez fait certainement une coqueluche et peut-être vous en ferez une autre en étant adulte. Bon, très bien. Le problème, c'est qu'il y a des enfants qui doivent être vaccinés quand ils sont en pas très bon état de santé. Savez-vous qu'il y a un laboratoire français très intelligent qui est en train de préparer un vaccin contre la coqueluche par patch? Pas d'aiguille, un petit patch. Ils ont fait la première étude. Cette première étude semble marcher. Bon, mais on a proposé une vaccination contre la coqueluche. C'est une femme enceinte. Enfin, alors sans savoir ce que ça peut faire ni sur la maman ni sur le bébé. C'est complètement incohérent. L'hépatite B, nous l'avons dit. Ensuite, il y a l'hémophilus influenzae B. Ça, c'est une vaccination contre un risque de méningite qui est rare, là aussi, pour des enfants qui sont en mauvais état de santé. Bon. Ça veut dire que si un enfant est en bon état de santé, qu'il est au contact d'un autre enfant qui est porteur de ce germe dans ses voies respiratoires, eh bien, peut-être qu'ils peuvent se le passer. Il y en a un qui fera une atteinte et l'autre qui ne le fera pas. Vous voyez ? Bon. Ensuite, nous avons vu la polio, il y a le ROR. Alors, le ROR, ça, c'est un souci. Pourquoi ? Parce que vous avez rubéole,
oreillons et rougeole. Et aux États-Unis, il y a eu des études qui ont été profondément camouflées, il faut dire les choses, et qui mettaient en relation cette vaccination contre ces 3 maladies et l'autisme. Notamment dans le documentaire Vaxed. Exactement, dans le avec le professeur Wakefield. Exactement. Et donc là-dessus, moi, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais pour l'instant, ce que j'ai dit... On a un peu l'impression que c'est la même chose avec l'hépatite B et la sclérose oui, en plaques. Oui, tout à fait, parce que autisme, c'est finalement, quand même... pour le moment, on ne veut pas trop établir de lien officiellement, mais qu'il y a quand même de fortes suspicions. Mais il y a de fortes suspicions, et je pense que c'est là qu'il faut jouer le principe de précaution. Voyez, seulement, on a utilisé le principe de précaution à l'envers en disant principe de précaution égale prévention. Bon. Alors ensuite, vous avez la méningite C. Ça, c'est essentiellement des étudiants qui en ont besoin de cette vaccination, des personnes jeunes qui voyagent, qui vont dans des pays en voie de développement, qui sont en contact avec des étudiants venant de l'étranger, avec des réfugiés, etc. Enfin, on peut tout simplement obliger ou conseiller du moins cette vaccination pour les gens qui voyagent bien sûr, au cas par cas. Là, tout à fait. Mais je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, c'est intéressant, c'est la fièvre jaune. Bon, la vaccination contre la fièvre jaune, si vous allez pas en Guadeloupe, mais... Martinique. Non, pas l'autre, le 13e. La Guyane, en Guyane. Bon, vous ne montez pas dans l'avion si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune. Bon, donc il vous faut un certificat de vaccination. Et tous les 10 ans, il vous faut un nouveau certificat de vaccination. Et figurez-vous qu'un de mes collègues extrêmement connus, dont je ne vais pas citer le nom, un jour me dit, vous savez, Joyeux, j'en ai marre parce que la vaccination contre la fièvre jaune, je vais souvent en Afrique, je vais souvent dans ces pays-là, et chaque fois, boum, il faut que je me fasse vacciner. Alors j'ai appelé le directeur du labo en lui disant, voilà, je suis le professeur Untel, est-ce que vraiment il faut toujours se faire vacciner tous les 10 ans? Et il me répond, mais non, monsieur le professeur, une fois dans la vie, ça suffit. Vous voyez? Bon, et finalement... Et pour autant, pour être en règle, il fallait le refaire tous les 10 ans? Oui, c'est ça. Pour passer à Orly ou à Roissy, pour se faire vacciner avant de monter dans l'avion. Bon, tout ça, maintenant, c'est résolu, puisque nous avons fait des actions pour que ce soit rendu public, et le laboratoire a dit, oui, c'est vrai, une seule fois dans la vie... Vous n'avez pas eu le temps de le dire. Une seule fois dans la vie, ça suffit, vous voyez, contre la fièvre jaune. Alors, ensuite, vous avez, je vous ai dit, la méningite C. Ah oui, il y a aussi le pneumocoque. Alors, si vous avez un accident de la route, ou si, par exemple, l'enfant naît avec une asplénie, ça s'appelle une absence de rate, ou alors on vous a opéré parce que la rate était malheureusement cassée, entre guillemets, il a fallu l'enlever, là il faut vacciner contre le pneumocoque, mais vous avez 13 valences d'une part, puis vous en avez un deuxième ensuite avec 23 valences. Ça c'est beaucoup, je pense que là aussi il y a des indications particulières pour mes petits-enfants, j'ai dit à mes enfants ou à mes belles-sœurs, à mes belles-filles, pardon, que ce n'était pas nécessaire, dans la mesure où ils restent dans des pays européens proches d'états de santé corrects, si vous voulez, voyez. Et alors une dernière question, professeur, vous nous avez évoqué tout à l'heure donc les relations entre l'hépatite B et la sclérose en plaques, oui. Le fait qu'il était très peu étudié les conséquences vaccinales sur le long terme. Le délai, c'est ça. Qui est responsable finalement des tests pour l'efficacité des vaccins? Est-ce que ce sont des organismes publics ou est-ce qu'au contraire ce sont ces laboratoires qui font eux-mêmes leurs propres tests? Alors, vous avez l'Agence nationale de sécurité des médicaments, mais cette agence nationale, elle est française, elle est européenne. Je vous ai dit, le problème des vaccins, c'est un sujet mondial. Or, il s'avère que l'agence européenne est, entre guillemets, supérieure au niveau de son positionnement par rapport à la française. La française et l'européenne sont assez en bonne coordination, mais il y a eu des plaintes récemment. Je crois que c'est dans un des pays scandinaves où il y a eu des plaintes importantes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des magouilles au niveau de l'organisation de cette structure, de cette institution qui est là pour donner la qualité des vaccins et le devenir de ces vaccins dans un organisme humain. Bon, là-dessus, si vous voulez, il y a des manipulations qui sont très importantes. Tout ça, je l'ai expliqué dans différentes lettres, ce serait trop long de l'expliquer, mais on peut dire qu'il y a de véritables doutes. Pourquoi? Parce que ces agences, vous avez des experts qui dépendent directement de l'empire vaccinal, et quand la ministre dit qu'il vaut mieux un expert compétent qu'un expert incompétent, là-dessus elle a raison. Mais vous avez des experts compétents qui ne sont pas liés à l'empire vaccinal. Quand vous avez eu la concertation citoyenne de Marisol Touraine, et qu'elle a mis à la tête mon collègue Alain Fischer, qui est un type tout à fait remarquable, il était au Collège de France, mais il est complètement lié à Sanofi Pasteur. Il a reçu des prix très importants, pas pour sa poche, mais pour son laboratoire pharmaceutique. Or, s'il veut avoir un autre prix pour son laboratoire, non pas pharmaceutique, mais son laboratoire de recherche, il faut qu'il soit bien sage avec Sanofi Pasteur ou bien avec GSK. Vous comprenez? Je crois que tout le monde a compris. Voilà. Merci beaucoup, professeur Joyeux. Je rappelle pour les téléspectateurs, puisque je ne l'ai pas fait au début, vous avez écrit un ouvrage en 2015, Vaccin, comment s'y retrouver. Tout à fait. Et ça sera un bon résumé de cet entretien. Merci beaucoup. Merci, professeur.